bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux pour cette table ronde consacrée au sujet ouvrir son coffee shop ou sa torréfaction artisanale. On va pendant 45 minutes aborder différentes thématiques autour de ce sujet. J'ai le plaisir d'être entourée aujourd'hui de 4 spécialistes qui vont nous livrer leur témoignage. J'ai à ma droite Marie-Hélène Kennedy, qui est formatrice et consultante en entrepreneuriat, spécialisée dans le domaine du café. J'ai à ma gauche Leslie Gontard, qui est la fondatrice d'un atelier de torréfaction artisanale qui s'appelle Gram Gram, au Perreux-sur-Marne, c'est bien ça. À côté de Leslie, nous avons Emmanuelle Verbaer. Ouais, super. Qui est courtière en financement professionnel, directrice de l'agence Crédit Pro Paris-Montparnasse. Et nous avons Grégoire Reversé, qui est cofondateur d'une enseigne de coffee shop qui s'appelle Dose. Merci à tous les 4 d'être là aujourd'hui. Moi, je suis Séverine Pertaïs-Rosset. Je suis la cofondatrice d'un organisme de formation qui s'appelle Mon Petit Business, qui est spécialisé en formation en entrepreneuriat, en particulier pour les projets de restauration et les projets de café, donc coffee shop, atelier de torréfaction, salon de thé et autres. Vous pouvez nous retrouver au stand G19 sur le salon. Alors pour démarrer, c'est à toi Marie-Hélène que je vais passer la parole pour te demander de nous faire un petit panorama des grandes étapes de la création de concepts de café aujourd'hui en France, puisque tu as l'expérience et l'expertise d'accompagner de très nombreux projets, en particulier avec Mon Petit Business, mais aussi dans le cadre d'autres fonctions. Quelles seraient pour toi les grandes étapes pour créer un concept de coffee shop ou d'atelier de torréfaction? Merci Séverine. Bonjour à tous. Je suis contente, je vois certains élèves, anciens élèves qui sont là, qui viennent, donc ça fait toujours plaisir. Alors déjà, c'est bien de venir à une conférence comme ça parce que ça peut vous donner déjà un parcours à suivre. Je dirais les premières étapes du parcours, c'est vraiment se dire déjà, est-ce que j'ai envie d'aller plutôt vers le coffee shop, qui est quand même une boutique où vous allez faire plutôt de la restauration et vous allez être plutôt au service de clients à servir des cafés avec une offre nourriture ou pas, ou vous êtes plutôt sur de la torréfaction, puisqu'aujourd'hui on parle d'ouvrir son coffee shop ou sa torréfaction artisanale, qui est un métier complètement différent. Alors les deux peuvent se rejoindre, hein. Vous pouvez essayer ou avoir l'ambition d'ouvrir un coffee shop torréfaction ou une torréfaction avec un point coffee shop. Donc, je pèse bien mes mots, il y a une nuance. Hein. Vous voyez que quelque part, vous devez déjà sentir si vous êtes plus sur l'idée d'avoir un lieu de vie dans lequel vous allez accueillir des clients et vous allez leur servir des boissons, et éventuellement une offre de nourriture salée ou sucrée, ou si vous êtes plus sur j'ai envie d'avoir un geste technique et j'ai envie de torréfier et après d'aller vendre mes grains et de les faire éventuellement déguster à des clients à qui je vendrai mon café. Donc ça, c'est déjà un peu une première chose à se poser comme question quand on veut rentrer dans le monde du café. Je pense que sur les 3 jours du salon, vous avez l'occasion de pouvoir justement discuter avec des baristas, discuter avec des fabricants de machines, discuter avec des torréfacteurs pour déjà un peu vous éclairer sur qu'est-ce que vous avez envie de faire. Alors une fois que vous êtes dit, moi je suis plutôt torréfaction ou je suis plutôt coffee shop, je crois que la première étape sur laquelle il va falloir travailler, c'est la définition de votre concept. En fait, vous avez votre idée. Et votre idée, c'est j'ai envie d'ouvrir un coffee shop en province, j'ai envie d'ouvrir un coffee shop à Paris, j'ai envie d'ouvrir une torréfaction. Mais la première question, c'est en réalité qu'est-ce que j'entends par coffee shop, qu'est-ce que j'entends par torréfaction artisanale, à qui je vais m'adresser, quelle est ma plus-value, qu'est-ce que je vais
apporter à ma clientèle. Et ça, si vous écoutez toutes les conférences aujourd'hui, vous verrez qu'on a beaucoup parlé de l'offre client. Aujourd'hui, le client attend une expérience quand il va venir chez vous, aussi bien une expérience quand on rentre dans un coffee shop qu'une expérience quand on va acheter du café et qu'on va consommer du café. Donc définir son concept, ça va être l'étape, je dirais, sur laquelle on a beaucoup de mal à s'imaginer, mais je dirais c'est 80% du travail qu'il va falloir faire, ça va être de définir son concept. Donc, dans le parcours qu'on vous propose dans les formations, ça va être le gros sujet, ça va être de définir son concept. La deuxième étape, ça va être de valider votre concept sur un territoire géographique donné. C'est ce qu'on va appeler l'étude de marché au niveau local. C'est qu'en fait, on va vous dire, OK, vous avez défini votre concept, mais maintenant, est-ce que votre concept sur ce territoire-là a du sens? Et souvent, vous allez changer votre concept ou le faire évoluer en fonction de ce que vous allez regarder ou observer au niveau territoire. Voilà, donc ça, c'est la deuxième grande étape. Et la troisième grande étape, on en parlera avec sûrement Emmanuel et Grégoire, ça va être de trouver son local et d'aller se faire financer. Et pour faire ça, il faut avoir un business plan qui tient la route. Donc, vous voyez que le business plan n'est pas la première chose qu'il va falloir regarder quand vous voulez vous lancer, mais c'est une étape qui vient vraiment, je dirais, après la définition de son concept et après la validation d'un concept sur un territoire. Alors bien sûr, elle va rester théorique, l'étape du business plan à ce stade, puisque elle va vous permettre, c'est celle-là qui va vous permettre d'aller voir un agent immobilier pour trouver un local et un banquier pour se faire financer. Tu as parlé de territoire, Marie-Hélène. Est-ce que tu observes des tendances différentes entre Paris, où on a énormément d'ouverture dernièrement, et le reste du territoire national ? Absolument, oui. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie offre différenciée. C'était intéressant pour ceux qui étaient peut-être là à la table ronde de ce matin. On entendait dire des torréfacteurs qui disaient en fait Paris est la région et chaque région a sa façon de consommer son café. Et en fait, c'est totalement vrai. Je pense que chaque région a une particularité, chaque ville a une particularité. Et en tous les cas, aujourd'hui, il y a clairement une différence entre Paris et la province. Et après, dans la province, vous allez avoir des différences qui vont être selon la taille de la ville. C'est évident qu'aujourd'hui, quand vous regardez des villes comme Bordeaux, comme Nantes, comme Marseille, comme Lyon, vous avez une offre de coffee shop qui est aujourd'hui très significative, même si elle n'est pas encore en termes de nombre et non pas de qualité, mais en termes de nombre aussi importante que sur Paris. Mais vous allez avoir des offres qui vont quand même être assez développées. Après, quand on passe sur des villes plus moyennes, voire des campagnes, voire des villages, vous allez voir que vous allez avoir des territoires entiers où vous n'aurez pas de coffee shop, où vous n'aurez pas du tout de café de spécialité, ni de torréfacteur en café de spécialité. C'est là où c'est intéressant aujourd'hui, je trouve, de creuser un petit peu ces territoires qui restent encore en France largement sous-exploités, avec une tendance de fond qui est énorme sur les coffee shops. Donc il y a un gros potentiel de développement et je dirais qu'aujourd'hui, se lancer sur Paris, il va falloir vraiment repartir sur l'étape du concept parce qu'il y a une telle offre diversifiée sur Paris. On est vraiment sur un niveau qualitatif et de diversification en termes de concept qui est énorme, que pour trouver à sortir du lot à Paris, vous allez avoir beaucoup de mal, alors que je trouve qu'en province, on a déjà en termes de nombre, un nombre moins important. Mais aussi, moi, j'observe parmi nos clients une chance, c'est que les gens en province arrivent tout de suite à capter l'attention des médias. Que ce soit
les journaux, que ce soit la télé, que ce soit la presse, etc., il y a un engouement pour l'ouverture des coffee shops et des torréfactions au niveau régional, ce qui vous permet quand même tout de suite d'avoir une visibilité au-delà des comptes Instagram, des réseaux sociaux que tout le monde essaie d'avoir aujourd'hui. Ouvrir à Paris aujourd'hui, avec le nombre d'ouvertures, vous n'allez pas déplacer la télé. Il n'y aura personne. J'en suis désolée, Grégoire, mais je pense qu'avec ton nouveau café dose, ça va être dur d'avoir une télé qui va venir. Enfin, je me trompe peut-être, mais je pense que ça va être compliqué. Voilà, donc voyez rien que ça, quand vous êtes sur une ville de taille moyenne, que vous voulez ouvrir, tout de suite, vous allez avoir une visibilité et une originalité et une proposition qui va être vraiment différenciante par rapport à Paris. Merci beaucoup Marie-Hélène pour cet éclairage. Donc comme tu l'as dit, le concept, avoir un concept solide dans une zone de chalandise, c'est-à-dire dans un territoire qui est prêt à accueillir ton concept, c'est la première clé. La deuxième, c'est quand même de se faire financer, de trouver les moyens de financer son projet. Nous avons ici Emmanuel qui va pouvoir nous donner quelques éléments peut-être sur l'état du financement aujourd'hui des projets. Alors on a eu plusieurs années post-Covid un peu compliquées, pendant lesquelles les entrepreneurs étaient assez frileux, voire un peu paniqués à l'idée de ne pas trouver de financement. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le financement n'est pas un gros mot. C'est vraiment une étape qu'il faut anticiper et qui peut se passer bien. Par contre, c'est vrai que l'année 2023 a été assez mouvementée puisque les critères des banques ont été un petit peu resserrés et les taux ont augmenté. Cette année 2024, on est sur des taux entre 4 et 5% avec des ressources en banque, c'est-à-dire du personnel en analyse de dossier qui est de moins en moins présent et donc il y a un allongement de la durée de traitement des dossiers. Néanmoins, avec un dossier bien préparé, on peut aller jusqu'au bout. Quand tu parles de 4 à 5%, on est sur un taux à 7 ans, c'est un taux d'emprunt à 7 ans ? Oui, tout à fait. Donc la plupart des financements qui sont réalisés sont en général pour tout ce qui est équipement plutôt sur 5 ans et tout ce qui est fonds de commerce ou autres travaux sur 7 ans. D'accord. Donc concrètement, si j'ai un projet de coffee shop ou d'atelier de torréfaction, que je souhaite obtenir un financement bancaire, de quoi je dois faire preuve, qu'est-ce que je dois apporter, moi, à titre personnel, pour obtenir un financement, même si je suis prête à mettre 4 ou 5%, c'est bien normal, mais que va me demander le banquier en face ? Bien sûr, donc en fait, le banquier utilise vraiment un triptyque gagnant pour regarder votre dossier. Il va d'abord regarder toute la partie apport personnel, donc ce fameux plan de financement. Ensuite, le deuxième triptyque, ça va être autour de la rentabilité de votre projet. Et le troisième, ça va être vous, votre profil, votre expérience. Il faut toujours garder ce triptyque en tête. Si je vais plus sur la partie apport personnel, le chiffre qu'il faut un petit peu retenir, c'est 30% du montant total de votre projet. Évidemment, si on doit creuser un peu plus dans cet apport personnel, en fait, le banquier va vous demander de participer un petit peu à l'investissement, donc les équipements, les travaux, éventuellement le fonds de commerce, etc. Et il va vous demander aussi de financer l'intégralité des frais. Donc les frais vont être des frais de conseil, des frais d'enregistrement d'un fonds de commerce, des frais bancaires, etc. Et donc c'est un petit peu la somme de ces deux choses-là qui va constituer l'apport. Ce que le banquier va regarder, c'est évidemment si vous avez fait des formations dans le domaine du café ou si vous y avez déjà travaillé, mais aussi pensez au dispositif de Pôle emploi comme le dispositif Immersion qui est super intéressant, qui vous permet d'aller pendant 1 mois ou 2 dans une entreprise de façon entre guillemets bénévole et pour vous et pour l'employeur et qui vous donne un peu de bouteille en arrivant sur votre projet et puis d'autres dispositifs, évidemment, comme... alors maintenant, on ne dit plus Pôle emploi, on dit France Travail, évidemment. Donc, les dispositifs de France Travail. Et puis, sachez qu'il peut y avoir une différence entre une création
et un rachat de fonds de commerce. Et donc, il faut vraiment savoir vous positionner. Ce sont deux histoires complètement différentes, avec d'un côté une page blanche et de l'autre côté une histoire avec déjà des équipes, déjà une marque, déjà des équipements en place. Et donc, c'est à vous d'assurer cette continuité opérationnelle. Donc, ce que tu nous dis, c'est que ça va être plus facile de faire financer un projet avec un rachat de fonds de commerce, c'est-à-dire une entreprise qui tourne déjà. On reprend les moyens de production, dont le personnel. Donc là, ça va rassurer le banquier. C'est vrai que c'est une étape, un dispositif qui est quand même intéressant, qui peut en effet rassurer les banquiers. Maintenant, ça dépend vraiment de votre appétence. Est-ce que vous voulez partir d'une page blanche ou pas? Voilà, l'entrepreneuriat est à l'image de chacun. Donc, mais en effet, les banquiers aiment regarder les historiques de chiffre d'affaires et de rentabilité, c'est une évidence. Pour s'assurer de bien comprendre, je reviens sur le ratio de 30%. Ce que tu nous dis, c'est que si pour démarrer mon projet, le fonds de commerce, plus les frais, plus l'ensemble des investissements totalise 100 000 euros, par exemple, il faudrait que, en tant que porteuse de projet, j'apporte 30 000 euros. Oui, sachant que ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a des dispositifs régionaux qui peuvent vous aider. Vous avez peut-être entendu parler des prêts d'honneur, notamment il y a 2 organismes en France qui existent, Prêt Initiative et Réseau Initiative et Réseau Entreprendre. Et ça veut dire que vous pourriez peut-être réussir à mettre 15 000 euros en apport personnel et obtenir un prêt d'honneur de 15 000 euros. Et donc ça facilite un petit peu l'accès à votre projet. Quand on préparait cette intervention, Emmanuel, tu me disais que s'il y avait un maître mot à retenir, ce serait l'anticipation. L'anticipation et le rétro-planning. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tout à fait. Ce qu'on remarque, c'est que entre le moment où on décide d'envoyer notre dossier en banque et le moment où on va avoir nos clés, il se passe énormément de choses et c'est un moment clé qu'il faut vraiment maîtriser. Et donc, dans l'anticipation, je parle donc de bien synchroniser tous les experts qui vont vous aider dans ce dossier. Donc, à savoir l'agent immobilier, le courtier, mais l'expert comptable aussi que vous allez faire travailler et toutes les autres personnes qui vous encadrent. Mais c'est aussi vraiment pouvoir tout préparer à partir du moment où vous avez l'accord bancaire, c'est-à-dire synchroniser aussi avec l'avocat qui va s'occuper peut-être de cette session de fonds de commerce. Et ensuite, pensez à la communication. Donc, par exemple, si vous reprenez un fonds de commerce, récupérez les codes Google My Business du cédant. C'est des choses bêtes, mais ça peut vraiment vous bloquer le jour de l'ouverture. Les registres sanitaires, de sécurité, l'assurance de votre local. Toutes ces choses-là nécessitent une anticipation. Et malheureusement, ce qu'on voit quelquefois, c'est que lorsqu'on est à la banque et que je demande aux porteurs de projet quand est-ce que vous ouvrez, parce que moi j'ai hâte de venir voir votre emplacement, on me donne une date et malheureusement souvent cette date d'ouverture est décalée et ce qu'on voit c'est que ouvrir 3 semaines après avoir commencé un crédit, malheureusement c'est 3 semaines sans trésorerie. Et ça peut être vital pour une entreprise. D'ailleurs, je vous recommande de mettre en place des différés d'emprunt, de bien les négocier auprès de vos banquiers. En ce moment, ce qui se pratique, c'est entre 3 et 6 mois. Mais ça veut dire que vous commencez à payer votre crédit que 6 mois après l'ouverture. Et ça peut vraiment être important pour votre lancement. Tu parles de négocier cela avec le banquier. Donc, tu n'es pas banquière toi-même, tu es courtière. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle du courtier dans la démarche de financement ? Oui, tout à fait. Donc, le métier de courtier, c'est vraiment de défendre votre projet, d'y aller jusqu'au bout avec vous. Pour cela, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on rédige un dossier qui est vraiment complet. Quand je dis complet, c'est que c'est un dossier qu'on appelle comité. C'est-à-dire que le banquier, quand il reçoit votre dossier, il n'a plus qu'à aller à l'étage du dessus, si je schématise un petit peu, pour montrer ce dossier au comité. Et donc, on vous met en relation avec des experts crédits qui sont au quotidien chargés de monter des dossiers de crédit. Et donc, on a ces contacts de qualité qui nous permettent de gagner du temps et surtout d'aller jusqu'au bout du financement. Le rôle d'un courtier, c'est d'être payé au succès, évidemment. Donc, on est avec vous dans ce
dans ce dossier et on va jusqu'au bout du dossier pour que vous puissiez avoir votre décaissement de fonds dans les délais impartis. Super, merci beaucoup. Leslie, toutes ces étapes décrites par Marie-Hélène et Emmanuel, tu les as connues puisque tu as toi-même fondé ta torréfaction artisanale suite à une reconversion. Oui. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots déjà sur la jeunesse de ce projet ? Oui, alors moi je suis Leslie Gontard, j'ai fondé la torréfaction Gram Gram il y a maintenant une dizaine d'années. Suite à une reconversion professionnelle, avant j'étais chef de produit, je travaillais dans les croissants et j'ai fait ma formation à la Caféothèque de Paris où je suis tombée amoureuse du café de spécialité. Suite à ça, en fait, j'ai essayé de chercher un local dans Paris et j'avais des difficultés pour trouver un local avec un loyer correct. J'ai passé vraiment 3 mois à chercher un local. J'avais pas de fonds, j'avais pas d'investisseurs, j'étais vraiment mes petits moyens. J'avais ma rupture conventionnelle, donc j'avais 13 000 €. J'avais juste de quoi acheter mon torréfacteur 3 kilos. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais pas pouvoir démarrer mon rêve de coffee shop et de torréfaction intramureuse en Paris, mais je m'arrête pas là. Donc j'ai trouvé une solution alternative qui était à 1h30 de Paris dans une maison familiale, qui était la maison de ma grand-mère, où dans sa cuisine, en fait, j'ai installé mon torréfacteur. Donc j'ai démarré et là, l'avantage de ça, c'est que j'avais 0 charge fixe. Donc ça m'a permis de vraiment faire toute ma R&D, de vraiment me concentrer sur toute la partie technique de torréfaction. Par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'on est invisible. Donc là, j'ai dû aller moi-même frapper à toutes les portes. J'ai fait un tour de France j'avais mon Chemex et ma bouilloire pour comprendre le goût des palais des Français qui n'aimaient pas l'acidité. Enfin, c'était vraiment le parcours du combattant. Je me suis dit, ça va être long. Et puis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça. Enfin, j'ai fait l'école Ferrandi, j'ai fait un CAP pâtisserie. Donc j'ai eu mes premiers réseaux de chefs. Donc mes premiers clients, c'était des chefs. Et j'ai commencé à avoir mes clients professionnels. Donc en début de semaine, j'allais à la campagne cuire et je faisais la livreuse. J'allais livrer mes clients dans Paris, ce que je pourrais plus faire aujourd'hui, objectivement. Et petit à petit, j'ai commencé à gagner mes clients et j'ai pu avoir une amplitude. C'est pareil, au début, j'avais 3 cafés parce qu'il faut une trésorerie pour avoir une profondeur de gamme de café. Se dire, j'ai du choix de 15 cafés, il faut la trésorerie. Donc au début, j'ai 3 cafés. Donc déjà, bien les choisir, c'est pas simple. Dire, OK, 3, faut pas se planter. Et après, je commençais à avoir les clients qui m'appelaient, ils me disaient, il me faut pour hier. Du coup, j'arrivais plus à faire les allers-retours. Je dis, bon, là, il faut que j'aille chercher mon local. Par contre, comme j'avais déjà des bilans avec des clients, ça m'a permis d'aller voir le banquier, de dire, voyez, regardez, je suis installée, j'ai le savoir-faire, j'ai déjà un chiffre d'affaires. Il n'est pas énorme, mais la base est là. Et donc, c'est ce qui m'a permis d'avoir mon prêt pour démarrer ma première boutique au Perreux-sur-Marne, qui est près de Vincennes. Avec un local, du coup, comme c'est pas dans Paris, on a un loyer qui est plus accessible que dans Paris. Et ça m'a permis de démarrer, c'est pareil, j'ai ouvert il y a 7 ans maintenant. Donc au Perreux-sur-Marne, on n'est pas très loin de Paris, mais on me regardait avec des yeux d'extraterrestre il y a 8 ans, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc j'ai vu l'évolution et on a senti aussi le gap, que ça s'est bien démocratisé depuis 10 ans. Donc c'est vrai que j'invite les gens à monter leur torréfaction en province. Il y a c'est pas un no man's land, mais c'est une espèce de, c'est pas, il y a une demande pour ça parce qu'il y a beaucoup de Parisiens avec le Covid qui sont partis s'installer en province, dans les grandes villes et moins grandes villes, parce qu'ils ont des familles et qui veulent des espaces de vie plus grands, qui sont très contents de retrouver du specialty coffee qu'ils avaient dans le 17e ou à Paris, dans leur nouvelle région. Donc moi, je vous invite à explorer cette piste-là. Voilà. Le fait de prendre ton local, ça a eu un vrai effet sur tes ventes, sur ton développement, du moins. Oui, le petit conseil, c'est vrai que... Alors, j'avais une boutique Internet, mais ça ne suffit pas. Enfin, je n'avais pas mis le budget Google avec les mots-clés dès le début, parce que c'est compliqué. C'est à partir du moment où on est visible physiquement que là, il y a un vrai... parce qu'on peut faire nos réseaux sociaux, toute notre communication. Donc ça, c'est fondamental, puisque là, on peut faire des photos d'ambiance dans le coffee, avoir les retours aussi des clients tout de suite, parce qu'on a l'atelier qui est ouvert dans la partie client. Donc on a le barista, le torréfacteur, tout est à moins de 6 mètres. Et donc on a tout de suite, on a l'info qui remonte très très vite. Il y a une vraie proximité entre le barista et le torréfacteur. Donc c'était super. Le fait d'avoir ouvert la boutique, ça a fait passer un cap important à l'entreprise.
Tu me parlais, quand on échangeait, de l'importance d'avoir un supplément d'âme dans son business. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Là, je viens de recevoir une vidéo, je vous montrerai là sur Messenger, de Dubaï, où il y a un bras robot qui sert un café. Et ça m'a juste glacé le sang. Je me suis dit, mais le jour où tout sera robotisé comme ça, qu'est-ce que c'est notre métier au final? C'est quoi on est quand même sur un métier d'artisanat, et dans l'artisanat, il y a cet échange entre le client et nous. Et nous, on amène toute cette histoire du café de spécialité aux gens. On veut faire voyager les gens au travers d'une tasse, éveiller le sens des gens, les sens des gens, parce que les gens sont complètement anesthésiés, etc. Et le café, ça les réveille. Mais ça les réveille pas juste au sens, ça les réveille, ça doit réveiller leur âme. Et c'est un peu ça, le supplément d'âme, je trouve, du specialty coffee, et ce qui nous anime, je pense, même Grégoire et moi, ou tous les gens qui sont sur ce salon, c'est d'amener ces histoires et connecter les gens avec eux-mêmes. Et donc, ça passe par une connexion avec un autre humain. Donc, si on a des robots en face, les gens vont devenir complètement zombifiés, quoi. Merci beaucoup, Leslie. Grégoire, tu as un parcours de créateur singulier aussi. Ça fait 11 ans que tu as co-créé avec ton cousin, je crois, le réseau de coffee shop Dose. Aujourd'hui, vous avez 5 enseignes à Paris. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de cette histoire qui t'a mené jusqu'ici? Oui, bien sûr. Du coup, nous, on est tombé amoureux du café de spécialité à Londres. Et on était encore étudiants à l'époque. Et on est 2 entrepreneurs dans l'âme depuis qu'on est tout petit. Donc à la fin de nos études, on a voulu trouver quelque chose pour nous épanouir dans la restauration. Parce que nous, comme tu viens de le dire, on trouve que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Et on est tombé amoureux du produit, qui était complètement différent à l'époque à Londres. On s'est donc lancé tous les deux en 2013. À l'époque, il y avait quelques cafés à Paris, mais c'était vraiment assez rare de trouver des endroits qui pouvaient servir un bon café, et surtout avec un supplément d'âme, comme tu dis. Et donc on s'est lancé à 2, et puis le parcours a été difficile. On s'est beaucoup trompé à l'époque. On pouvait un peu moins se former, c'était plus compliqué de trouver les informations. Ce que je comprends, c'est que quand vous êtes lancé, vous n'étiez pas des professionnels du café à l'origine. Non, pas du tout. On avait tous les deux une expérience dans la restauration. On savait, le service client nous animait véritablement. Mais le jour 1, lorsque nous avons ouvert notre premier café, on maîtrisait pas du tout la conception d'un bon café. On avait fait des stages, on s'était renseigné, on était barista à la maison, on se débrouillait très bien, mais c'est totalement différent de le faire lorsque vous ouvrez vos portes et lorsqu'à 8h, vous avez une dizaine de personnes qui rentrent. Donc on s'est beaucoup trompé. Et je pense qu'à l'époque, on avait le temps de le faire. Maintenant, c'est plus vraiment, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui savent et qui connaissent ce métier. Et donc, on a beaucoup appris. On a appris de nos erreurs. Quand tu dis que vous vous êtes beaucoup trompé, vos erreurs, elles étaient de quel ordre? Du coup, vous en avez parlé tout à l'heure sur la définition du concept. Lorsqu'on a ouvert notre premier café, on avait décidé de faire un bar de dégustation de café. On était monoproduit, on voulait faire déguster des grands crus. On n'avait pas de nourriture, on ne faisait pas de jus. Et on avait conceptualisé un bar central avec une dizaine de places où on voulait faire goûter des grands crus à nos clients. Et on s'est rendu compte dès le premier jour que ça ne marchait pas, que notre expertise ne correspondait absolument pas à ce qu'attendaient nos clients, et que les clients ne passaient pas du tout un bon moment en rentrant. On sentait un froid, on sentait une petite gêne, on les mettait pas à l'aise. Et donc ça nous a poussé au bout de quelques semaines à casser complètement notre premier établissement, à enlever ce bar central. À l'époque, on n'avait même pas de chaise confortable, donc on a rentré la terrasse à l'intérieur de notre café pour pouvoir créer une atmosphère cosy, qui était en fait ce qu'on voulait faire, mais on ne savait pas, on ne l'avait pas assimilé, on n'avait pas anticipé, comme tu disais. Et puis petit à petit, à force de persévérance, on est devenu un peu meilleur dans les petits gestes, dans notre service, dans la réalisation des cafés. Et puis la mayonnaise a pris petit à petit, c'était très long.
Ça a été un parcours du combattant la première année. On a véritablement connu des journées avec très peu de clients et chaque jour on essayait d'être un peu meilleur dans ce qu'on faisait. Et puis ensuite, lorsque c'est parti, on a réussi à se découvrir, à progresser véritablement. Malgré ce démarrage un peu compliqué, vous êtes quand même passé de 1 à 5 boutiques en une dizaine d'années. Oui. Est-ce que c'était l'objectif au démarrage ou est-ce que ce sont les opportunités qui ont fait L'objectif, c'était de faire ce métier qu'on aime. Et puis ensuite, on s'est laissé porter par nos envies qui n'étaient pas du tout anticipées. On a ouvert notre deuxième café 3 ans après. Parce qu'on avait une envie de faire quelque chose d'un peu plus grand dans un autre quartier. On est tombé amoureux d'un quartier dans le 17e arrondissement et on est tombé amoureux d'un endroit et on a voulu faire quelque chose d'un peu différent dans ce lieu. Est-ce que c'est plus facile, notamment en termes de financement, d'ouvrir un deuxième lieu plutôt qu'un premier ? Oui, c'est beaucoup plus facile. Le premier, c'était très compliqué. On a vu beaucoup de banquiers. C'était compliqué de pouvoir avoir un discours et de pouvoir retranscrire le concept qu'on allait pratiquer, notamment à cette époque-là où il y avait très peu d'exemples à suivre. Ensuite, lorsque vous capitalisez, lorsque vous prouvez à votre banquier que vous êtes un peu rentable et que vous savez ce que vous faites, que vos clients sont au rendez-vous, c'est totalement différent et vous avez une assise qui vous permet de pouvoir être beaucoup plus convaincant. Au bout de combien de temps vous avez ouvert la troisième, la quatrième et la cinquième enseigne ? Ça a été vraiment pas du tout linéaire. On a ouvert en 2016 le deuxième café et puis ensuite on a attendu 2021 pour ouvrir le troisième et on en a ouvert 2 l'année dernière. Voilà, on a connu l'épisode du Covid qui nous a fortement impacté. Ensuite, on a décidé également de faire un laboratoire de production entre l'ouverture du deuxième et troisième parce qu'on se rendait compte qu'on manquait d'espace. À Paris, on manque pas mal d'espace. À l'époque, on faisait la cuisine dans nos cafés, mais on s'est vite rendu compte qu'on manquait de place pour pouvoir notamment sortir toutes nos pâtisseries. Et donc, on a travaillé un petit peu sur un projet de fond pour pouvoir monter un laboratoire de production qui pourrait ensuite nous permettre d'avoir une assise de production pour les autres ouvertures. Super. Il y a 2 questions que nos clients nous posent souvent avant de démarrer. C'est est-ce qu'il y a une taille critique, une bonne taille pour démarrer en coffee shop ? Et la deuxième, c'est quel est le budget moyen pour se lancer dans un coffee shop ? Alors à la lumière de ton expérience de plus de 10 ans et de 5 enseignes, est-ce que tu aurais une réponse, une parmi tant d'autres à ces questions ? La taille critique va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà du concept. Si vous ne voulez que vendre des boissons, vous pouvez très bien le faire dans un espace restreint, petit, avec beaucoup de flux dans le quartier. Donc vous pouvez très bien. Ta plus petite boutique, elle fait quelle superficie ? On a 20 assises. Ouais, on a 20 assises et la plus grande fait 70 couverts. Donc on a un petit peu les deux et l'offre est différente selon le. 26 mètres carrés ou 26 couverts ? 26 places assises. Voilà. Ouais, 26 places assises. Donc ça dépend fortement de l'offre que vous allez pratiquer. Va dépendre ensuite du coup les gens que vous allez accueillir dans votre établissement et aussi également le personnel que vous allez avoir, dont vous allez avoir besoin pour réaliser votre offre. Ouais. Et en termes de budget d'ouverture ? En termes de budget d'ouverture, je parle sur le marché parisien où tout est beaucoup plus cher que partout. Nous, on a navigué entre 200 000 et 500 000 euros de budget pour une ouverture selon la taille. Voilà. Je pense qu'il est possible de faire moins, mais avec beaucoup de bootstrapping, avec beaucoup de débrouillardise. Je pense qu'on peut faire, mais ça reste un peu compliqué sur le marché parisien. Oui. Parmi les entrepreneurs que tu accompagnes, est-ce que ce chiffre résonne ? Alors encore une fois, tout dépend si on parle de coffee shop ou de torréfaction artisanale. On a des solutions, on a des budgets différents pour les deux. Et quand on combine les deux, ça grossit encore plus le budget. Et puis, tout dépend aussi si vous voulez accueillir du public ou pas. Vous avez dans le cas de la torréfaction, vous pouvez très bien imaginer un peu ce que racontait Leslie, mais façon officielle, c'est non pas faire ça dans
dans une maison de famille, mais plutôt un local approprié, mais dans lequel vous torréfiez et vous n'accueillez pas de public. Donc vous voyez bien que la production, le geste technique, vous pouvez avoir une surface très petite. Du coup, l'investissement, on serait plutôt sur des tailles inférieures à 100 000 euros dans ce cas-là, puisqu'on parle juste de l'aménagement de la boutique sans accueil client et sans trop d'équipement à part le torréfacteur. Par contre, sur les coffee shops, on a du mal à monter des budgets, des plans de financement à moins de 150 000 euros. Ça paraît. Pourtant, à chaque fois que je refais l'exercice tous les mois, quasiment avec les groupes d'élèves ou avec les accompagnements individuels, je me dis bon, allez, on va essayer encore une fois. Après, tout dépend de votre environnement familial. Je crois que c'est très important. Moi, là, j'ai accompagné il n'y a pas très longtemps des porteuses de projets, d'ailleurs, qui sont peut-être là, mais qui avaient un environnement familial avec de la famille qui est dans le BTP. C'est évident que quand vous avez un électricien, un peintre, un mari très débrouillard, des copains qui peuvent aider et même pour la partie marketing digital ou identité visuelle, un entourage qui va venir vous permettre de couper des frais d'investissement importants au départ, on peut descendre un peu l'enveloppe. Maintenant, si on veut être honnête et si on veut chiffrer à peu près une enveloppe globale sans, je dirais, aide gratuite de la famille et des amis, on est plutôt de 200 000, en tous les cas sur Paris, ça paraît, ça paraît à peu près les chiffres qu'on a et qu'on annonce. Grégoire, tu avais un conseil issu de tes différentes expériences d'ouverture qui rejoint d'ailleurs ce que nous disait Emmanuel tout à l'heure sur l'anticipation et notamment les impondérables qui peuvent intervenir au cours du process d'ouverture. Tu avais une anecdote autour de l'électricité, je crois. Oui, il y a, lorsque l'on ouvre un commerce ou un café, il y a une part d'impondérables, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Et il faut foncièrement les anticiper pour pouvoir avoir le temps d'ouvrir à l'heure et d'ouvrir dans les temps. Nous, les difficultés qu'on a eues, c'était tout le temps les sujets qu'on ne maîtrisait pas et qu'il fallait prendre vraiment à l'avance. Je pense à l'urbanisme, lorsque vous déposez un permis de travaux ou lorsque vous demandez une demande de terrasse. Les délais sont toujours beaucoup plus longs que ce que l'on vous dit. On attend d'ailleurs, nous, encore une autorisation de terrasse qu'on a eu partiellement, mais on attend encore. Vous avez des problèmes aussi assez récurrents, l'électricité. Souvent, nos activités génèrent pas mal d'électricité et il faut souvent changer de compteur, changer de phase. Et du coup, ça demande une intervention de l'Enedis, parfois des travaux de voirie. Tout ça prend un temps vraiment très très long. Et il faut les anticiper dès qu'on signe le local. Il faut avoir ces deux sujets-là déjà dans les clous, pouvoir déposer tout de suite immédiatement un permis de travaux, une demande de terrasse et une demande du coup de changement de compteur d'électricité chez Enedis. Ouais. Okay. Je regarde un peu l'heure, 5 minutes. Est-ce qu'il y a l'un et l'autre quelque chose que vous auriez fait différemment, sachant ce que vous savez 7 ans, 10 ans après? Déjà le micro. Moi, il y a une chose que j'aurais fait différemment, c'est avant de se lancer, travailler mon métier et j'aurais adoré aller travailler chez d'autres coffee shops pour pouvoir comprendre le quotidien de ce que demande et requiert comme exigence ce travail-là. Nous, on a fait comme on pouvait, on a appris en cours de route, mais je pense que maintenant on n'a plus le temps de pouvoir ouvrir sans savoir. Et on a dû apprendre plein de choses par nous-mêmes, alors qu'on aurait gagné beaucoup de temps en pouvant peaufiner et apprendre plein de choses chez des gens qui savaient faire. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne à chaque fois. D'abord,
aller travailler dans des restaurants, dans des coffee shops, pour pouvoir déjà être sûr que vous aimez ce métier-là et apprendre un tas de petits détails qui va changer la manière dont vous allez gérer un café. Moi, ça aurait été d'avoir mon local, mon coffee, en fait, mon espace de vente plus tôt. Que plutôt de le sous-traiter puis d'être invisible du public. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Je voudrais juste peut-être rebondir sur l'expérience professionnelle. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Grégoire. Et au-delà du fait que ça vous permet d'acquérir des informations et vous dire bah tiens, ça je le ferai différemment, ou au contraire ça c'est une façon de faire qui me plaît et je vais me l'approprier pour le faire chez moi. Je pense que déjà la première étape qui va vraiment vous servir de faire une expérience professionnelle dans un coffee shop, c'est de savoir si vous êtes fait pour ce métier-là. Et je pense que c'est super important, au-delà de tout l'imaginaire qu'on se construit. Moi, la première, quand j'ai ouvert mon coffee shop, un peu une idéalisation de ce métier qui a des énormes bons côtés, mais qui a aussi un côté pratique, quotidien, qui est quand même difficile, hein, que ce soit en coffee shop ou en torréfaction. Hein. On parle toujours de forme physique. On parle toujours du quotidien du restaurateur. Et je crois que le patron de coffee shop, c'est avant tout un restaurateur. Hein. Ça s'apparente. On est dans la classification café, hôtel, restaurant et c'est pas pour rien. Et pour le torréfacteur, c'est des problèmes de manutention. Leslie, on en a souvent parlé. Les sacs de 60 kilos, voilà, il y a un côté physique. Donc je pense que d'aller faire de l'expérience chez les autres, au-delà d'apprendre bien sûr les gestes et de s'inspirer et d'apprendre vraiment des choses pratico-pratiques, c'est déjà de vous dire mais est-ce que j'ai envie finalement que mon quotidien soit celui-là? Alors bien sûr, ça sera, quand ça sera vous le patron, ça sera différent. Mais au final, même en tant que patron au départ, je suis sûre que Grégoire, aujourd'hui, il doit plus être souvent derrière en train de servir des cafés, mais tu l'as été sûrement pendant de nombreuses années. Et pendant des années, on reste la cheville ouvrière de son coffee shop, à moins, et ça peut arriver, de tout de suite dimensionner votre projet en disant moi, c'est le côté entrepreneur qui me plaît et je vais créer un concept dans lequel je n'apparaîtrai pas dans le quotidien. Mais vous voyez que dès le départ, il faut avoir cette capacité à déjà se dire qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon quotidien et après de le dimensionner au niveau financier. Parce qu'on peut très bien se dire, bah oui, je ne vais pas être dans le quotidien, mais donc si je ne suis pas moi dans le quotidien, il faut que j'ai un salarié ou un associé, mais en tous les cas, quelqu'un qui fasse ce travail et ça va me coûter de l'argent. Donc vous voyez que les projets sont complètement différents selon la place que vous voyez, vous, être dans votre coffee shop. Voilà, c'est... Et cette place, elle peut évoluer au fil des années, parce qu'on peut être effectivement debout, puis on redevient dans l'administratif, puis on revient terrain. On peut faire évoluer son poste en fonction de l'énergie qu'on veut mettre dedans. Si je peux me permettre, sur la partie investisseurs que je vois quelquefois arriver, des personnes qui en effet veulent garder leur travail et en même temps acheter un coffee shop et être investisseur, y aller une fois par semaine, etc. Moi, je ne le recommande pas forcément parce que vous risquez de perdre le contrôle de vos équipes. Et je recommande ça peut-être pour votre deuxième affaire. Mais pour la première affaire, je vous recommande vraiment d'être là au quotidien parce que le management des équipes, c'est quand même quelque chose de très important. Et les banquiers ne vous suivront pas non plus forcément s'ils savent que vous n'êtes pas là au quotidien dans votre affaire. Et je voulais juste ajouter une deuxième chose, c'est je pense qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'ouvrir les chakras sur le concept du coffee shop
à fond. On voit même des coffee shops qui testent le concept bar le soir. On en a qui se mettent à faire de la viennoiserie, de la pâtisserie, même des crêpes, des gaufres, des glaces. Et donc, je pense qu'il faut, quand vous travaillez le concept dont tu as parlé, vous éclater à aller piocher dans toutes ces autres parties qui peuvent vous ramener des compléments de chiffre d'affaires. Par contre, ça coûte de l'argent parce que c'est plus d'équipement. Voilà, ça c'est un peu le pendant. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces précieux conseils. En quelques mots, je retiens qu'il y a 3 grandes clés pour maximiser vos chances de réussite. C'est d'abord de travailler le concept, d'essayer d'avoir un concept qui a un supplément d'âme, quelque chose de différent et surtout qui rencontre sa cible de clientèle. D'anticiper les différentes étapes avant de se lancer et puis surtout gagner en expérience avant de se lancer. Et puis, si je devais rajouter une dernière clé, ce serait de vous faire accompagner par des professionnels autant que possible, parce que c'est, on le dit souvent, hein, la solitude est le premier ennemi de l'entrepreneuriat. Donc, ne restez pas seul, faites-vous entourer. Vous avez ici sur ce salon de très nombreux professionnels qui peuvent vous conseiller, mais il y a aussi les formations, comme nous faisons à Mon Petit Business. Vous pouvez nous retrouver au stand G19 si vous souhaitez qu'on en échange. Mais il y a aussi l'expert comptable, il y a aussi et surtout les entrepreneurs en activité qui vont pouvoir vous donner de nombreux conseils et transferts d'expertise de leur travail. Donc voilà, restez entourés et puis gardez le plaisir de ces beaux projets que vous apprêtez à lancer. Je n'ai pas fait le sondage d'ailleurs. Dans la salle, combien de personnes envisagent de lancer un projet de coffee shop ou de torréfaction à la main levée? Ah oui, super. Eh ben, on vous souhaite bonne chance et bravo. Au revoir, bon salon.